Alors, bienvenue à tous à cette deuxième conférence consacrée à Tolkien. Je voudrais remercier le Collège Belgique d'avoir accepté l'année passée de prolonger l'expérience. Je n'avais pas pu couvrir tout ce que je voulais couvrir l'année passée, exactement l'année passée, le 7 novembre, donc c'est juste à un an d'intervalle. Et donc, on a pu insérer dans le programme 2025, qui était pourtant déjà 2024, qui était pourtant bien complet, cette deuxième conférence. Alors, je voudrais aussi remercier l'équipe des éditions de l'Académie qui a vraiment travaillé d'arrache-pied pour que le petit livre qui reprend le texte des deux conférences, un texte évidemment édité et développé, puisse paraître aujourd'hui. Il est sorti de presse mardi et vous le trouverez à l'entrée si vous ne l'avez pas déjà. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, si la conférence vous a plu, ne vous a pas trop déplu, vous pourrez éventuellement l'acheter à la fin de la conférence. Alors évidemment, je ne vais pas refaire la conférence de l'année passée, mais je voudrais quand même assurer la continuité entre les deux en vous rappelant quelques éléments de la conférence de l'année passée. Alors, vous le savez, Tolkien est avant tout, en tout cas dans son esprit à lui, un académique qui a consacré sa vie à l'enseignement et à l'étude de la langue et de la littérature anglaise médiévale. Il a enseigné presque toute sa vie à l'université d'Oxford. Alors évidemment, pour le grand public, il est avant tout connu comme l'auteur du Seigneur des Anneaux, de la trilogie du Seigneur des Anneaux et de son prologue Bilbo le Hobbit. Et j'avais insisté, je voudrais reprendre cet argument-là l'année passée, sur le fait que ces 4 volumes, qui ne sont que 2 romans, les 3 livres du Seigneur des Anneaux forment une seule et même histoire qu'on ne peut pas scinder, que ces 2 romans sont des arbres, quelques arbres qui cachent la forêt de l'œuvre de Tolkien, et je l'avais comparé à un double iceberg. D'abord, un iceberg que j'avais qualifié de temporel. Quand on lit l'histoire de Bilbo dans Bilbo le Hobbit, ou quand on lit l'histoire de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, il nous y est raconté une histoire qui se déroule à peu près sur une année calendrier. Et les 2 aventures sont séparées par une assez longue période, on n'en prend pas toujours conscience, une période de 70 ans qui s'écoule entre la première aventure et la deuxième aventure. Mais si on regarde, si on lit le livre avec attention, si on lit les appendices, on se rend compte que ces 2 aventures marquent la fin d'un âge historique du territoire dans lequel se déroule l'aventure, qu'on appelle la Terre du Milieu, et que cet âge historique de la Terre du Milieu, le 3e âge de la Terre du Milieu, n'a pas duré moins de 3500 ans. Et que, comme son nom l'indique, il est précédé d'un 2e âge et encore précédé d'un 1er âge, avant lequel finalement a lieu la création du monde, qu'on appelle les jours anciens. Et c'est un des génies de Tolkien de nous faire prendre conscience, au travers de 2 aventures relativement courtes, d'un monde qui a une histoire extraordinairement profonde, qui va d'une genèse mythique au travers d'âges légendaires, jusqu'à une période qui, pour Tolkien, va marquer le début d'une phase à proprement parler historique. Donc Tolkien parlait à propos de son roman d'un tableau sans cadre, disant qu'il avait voulu donner un éclairage sur une toute petite partie d'une époque historique extrêmement longue et de permettre au lecteur de prendre conscience progressivement que le monde qu'il décrit est infiniment plus large que le roman lui-même. Alors, iceberg temporel donc, et puis iceberg littéraire. Quand Tolkien meurt en 73, on ne connaît de ce qu'il appelait collectivement son légendaire, donc tout ce qui a trait à son monde imaginaire. Il n'en avait publié que les 2 livres que j'ai déjà cités, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Mais il ne faut pas attendre très longtemps après sa mort pour que son plus jeune fils, Christopher Tolkien,
publie des textes que son père avait laissés et qui étaient pratiquement prêts à être publiés. Donc en 1977 sort le Silmarillion qui raconte le premier âge et le deuxième âge, et je crois en 1980 sortent les contes et légendes inachevés. Mais même ça, ce n'est qu'une petite fraction de l'ensemble, puisque on va voir apparaître dans les décennies qui suivent quantité de volumes complémentaires tirés de la gigantesque collection de carnets de Tolkien. Et je pense en particulier à l'histoire de la Terre du Milieu, 12 volumes dans lesquels on va retrouver des textes non publiés, des textes inachevés, des variantes de textes publiés, des ébauches incomplètes d'histoire, donc qui montre à quel point Tolkien avait pensé et aurait souhaité publier la description la plus complète possible d'un univers extrêmement large. Et puis tout à la fin de sa vie, Christopher Tolkien va même encore aller plus loin. Il y a quelques légendes phares dans le légendaire. C'est la chute de Gondolin, c'est la chute de Numénor, c'est la légende des enfants de Hurin. Et comme il en existe plusieurs versions partiellement contradictoires qui se complètent un petit peu, eh bien il décide de réécrire dans le style de son père, chacune de ces légendes en essayant de consolider tout ce qu'on pouvait y trouver. Alors ça, c'est ce qui concerne le légendaire, mais l'œuvre de Tolkien va beaucoup plus loin, puisque il écrit, et ça il les publie de son vivant, quelques courts romans, Smith de Grand Wotton, Le fermier Gilles de Hain, Feuille de Nigel. Il écrit également, cela il ne les publie pas, des livres pour enfants. Et puis, il ne faut pas oublier qu'évidemment, Tolkien est un académique et qu'on doit s'intéresser, enfin, je me suis intéressé, disons, à son œuvre critique, toute une série d'essais réunis dans un volume qui s'appelle « Les monstres et les critiques », des traductions, adaptations, commentaires de textes fondamentaux de la littérature médiévale anglaise comme Beowulf ou Sir Gawain, le Chevalier Vert, ou le poème Pearl, la légende de Sigurd et Gudrun dont je reparlerai tout à l'heure. Et puis pour terminer, et vous en trouverez de nombreux extraits dans le petit livre que je publie, il est l'auteur d'une très large correspondance avec ses amis, sa famille, ses collègues, ses fans auxquels il répond, et on trouve beaucoup d'éclairage sur l'œuvre dans la publication d'une fraction de ces lettres, une partie de ces lettres. Mais évidemment, ce qui nous intéresse ici, et ce qui va m'intéresser dans cette deuxième conférence, c'est vraiment spécifiquement le Seigneur des Anneaux, et je ferai l'hypothèse que la plupart d'entre vous êtes un petit peu familier de l'univers, que ce soit au travers des films ou au travers des livres. Et j'avais souligné, je voudrais juste le rappeler, j'avais souligné l'année passée qu'on ne peut pas vraiment comprendre la place du Seigneur des Anneaux si on ne réalise pas que ce livre est le résultat de la fusion progressive de deux facettes très différentes de la personnalité de l'auteur, qui sont le linguiste d'une part, qui est la profession de Tolkien, et le conteur. En ce qui concerne le linguiste, Tolkien fait très très tôt, à 4 ans, 5 ans, preuve d'une exceptionnelle prédisposition pour les langues. Il apprend le latin, le français, l'allemand, le grec ancien, dès sa plus tendre enfance, et il maîtrise toutes ces langues. Il en a vraiment une approche de linguiste, il en a une connaissance presque intuitive et intime. Je n'en parlerai pas, c'est sa profession, ça deviendra sa profession. Ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de cet aspect intellectuel, il y a un aspect ludique chez lui, c'est que dès le début de son adolescence, Tolkien est un inventeur de langage. Alors au début, c'est un petit peu naïf, un petit peu simple, mais ça devient une véritable passion, et il s'en ouvre dans un essai dont vous voyez la couverture ici, qui s'appelle « Un vice secret, a secret vice », où il décrit cette passion de création de langue et
où il explique très clairement que la langue des elfes est la toute première chose qui est apparue dans son légendaire. Il a inventé une langue avec son vocabulaire, sa grammaire, son écriture qui est très, très élégante. Et puis il s'est rendu compte que cette écriture, cette langue, une langue ne peut exister, ne peut prospérer si elle n'a pas de locuteur. Et ces locuteurs ont nécessairement une mythologie. Et donc Tolkien, au fond, en support des langues, de ces langues inventées, qui sont le Quenya et le Sindarin, va développer un corpus de mythologie qui donnera naissance au Silmarillion. Donc les langues sont vraiment à l'origine de l'ensemble de sa création sur le légendaire et spécifiquement du Silmarillion. Alors, l'autre facette, c'est le conteur. Et Tolkien est tout simplement un père attentionné qui raconte des histoires à ses enfants. Il a 4 enfants et à la fin des années 20, il approche de la trentaine. Eh bien, il leur invente des histoires improvisées. Un de ses fils perd son chien en peluche sur une plage. Eh bien, il imagine que ce chien en peluche est ressuscité par un magicien et vit des aventures sur la lune, sous la mer, etc. C'est assez naïf, c'est mignon, c'est bien fait. La famille Tolkien, dans les années 30, fait l'acquisition d'une voiture. Il leur arrive plein de mésaventures et ça donnera naissance à Mr. Bliss. Et on arrive, donc les enfants ne sont pas d'accord sur la date exacte à laquelle le personnage est arrivé, mais le fait est que, au plus tard, en 1930, toujours dans ce contexte purement familial, apparaît un nouveau personnage qui est Bilbo, qui est un hobbit. Alors, c'est un héros purement accidentel. Et il n'y a pas de lien, en 1930, entre le hobbit, donc le monde des hobbits et les histoires pour enfants, et celui du Silmarillion, qui est une passion privée, un vice secret, comme Tolkien l'appelle. Et le Hobbit, d'ailleurs, s'appuie extrêmement peu sur les légendes du Silmarillion, mais plonge au contraire ses racines dans les lectures de Tolkien enfant et dans les lectures de Tolkien à ses enfants. Et c'est un aspect que je n'avais pas couvert l'année passée, j'en dirai 2 mots. D'abord, sur le plan onomastique, le nom Hobbit, Tolkien le dit lui-même, est emprunté en termes de sonorité au Babbitt de Sinclair-Lewis, ce roman qui montre un peu la vacuité existentielle de la bourgeoisie américaine des années 20, de l'immédiate après Première Guerre mondiale, et qui vaudra à son auteur le prix Nobel de littérature en 1930. Mais il s'appuie aussi sur des livres qui sont aujourd'hui assez peu connus, en tout cas dans le monde francophone, notamment une histoire, The Marvelous Land of Snurgs, de E.A. Whiteside-Smith, que Tolkien avait lu à ses enfants au moment de la sortie du livre, en 1927-1928. Et ce livre présente un certain nombre de similarités avec le Hobbit. Par exemple, le personnage principal, Gorbo, est un Snurg, et les Snurgs sont des êtres de petite taille, un petit peu rondouillards, festifs, assez inconscients du monde qui les entoure, et on retrouve assez fort le portrait de Bilbo, en tout cas du Bilbo du début du Hobbit. Et vraiment, on sent au travers des lettres, au travers des ébauches, que Tolkien commence à raconter une nouvelle histoire à ses enfants, et très logiquement, il capitalise sur des éléments que ses enfants avaient aimés dans le livre précédent. Bilbo, ça sonne comme Gorbo. Les hobbits ont les mêmes caractéristiques que les Snurgs. Et puis peut-être que l'élément clé, la similitude la plus frappante, est la nature du héros, parce que Gorbo, comme Bilbo, sont des êtres assez naïfs, assez peu courageux, qui semblent avoir assez peu de qualité et de débrouillardise, et l'aventure va leur permettre progressivement de révéler leur qualité. Donc, forte similarité, mais loin de moi l'idée de dire que l'un est une copie de l'autre, mais la proximité fait qu'évidemment Tolkien s'en est inspiré. Alors là, on quitte les lectures faites par Tolkien à ses enfants, 2 lectures que Tolkien a appréciées enfant, encore un livre assez connu dans le monde anglo-saxon, en tout cas à l'époque, c'est La princesse et Curdie de George MacDonald.
Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais Tolkien lui emprunte un certain nombre de traits, et au premier chef, le physique et le comportement des orques et des gobelins. Et il le dit lui-même, les gobelins du Hobbit ressemblent très fort aux gobelins de MacDonald. Et puis, comme tous les enfants anglais de sa génération, Tolkien avait chez lui à la maison quelques-uns des livres de Andrew et Nora Lang, qui sont un petit peu les frères Grimm anglais, si je puis dire. Enfin, sauf qu'il s'agit d'un couple, mais même si ce n'est que le monsieur qui signe les livres, sa femme jouait un rôle essentiel dans la publication de ces contes. C'est 25 volumes, chaque volume a une couleur différente et ça reprend des contes d'un peu tous les horizons. Et parmi ces contes, il y en a un qui marque particulièrement l'enfant Tolkien, c'est l'histoire de Sigurd. Sigurd se bat contre un dragon et Tolkien sera extrêmement marqué par ce dragon et dira qu'enfant il était émerveillé et qu'il I desired dragons, dit-il. Je désirais, je rêvais d'un monde dans lequel habitaient des dragons. Et on doit sans doute à cette fascination pour le dragon la présence du dragon Smaug au cœur de l'histoire du Hobbit. Alors, le dragon, on ne le retrouve pas que dans Sigurd, on va aussi le retrouver dans Beowulf, qui est le livre le plus étudié par Tolkien tout au long de sa vie, le plus commenté. Il en a fait des adaptations, des traductions, des commentaires, des conférences. Il en a tiré des essais qui sont vraiment centraux pour lui. Et dans Bilbo le Hobbit, Tolkien s'inspire aussi un petit peu de Beowulf. Tout à la fin du règne de Beowulf, celui-ci est confronté à un dragon qui a été réveillé par un esclave en fuite, qui est rentré dans son antre par effraction et lui a volé une pièce de son trésor. Furieux, le dragon sort, détruit tout autour de lui et Beowulf se bat contre lui et le défait. Si vous connaissez les chapitres 12, 13 et 14 du Hobbit, eh bien vous pouvez faire un copier-coller. Bilbo rentre dans l'antre du dragon, lui vole une partie de son trésor, le dragon s'enfuit et il est tué par Bard. Alors, on retrouve donc un dragon dans le Hobbit. On retrouve aussi, pour ceux qui l'ont lu, un dragon dans le Silmarillion, c'est Encalagon le Noir. Et pour moi, il est assez signifiant qu'il n'y ait pas de dragon dans le Seigneur des Anneaux. Ça marque une transition assez forte entre le temps du conte, dans Bilbo le Hobbit, ou le temps du mythe, dans le Silmarillion, et celui que Tolkien veut être une transition vers le monde de l'histoire, qui est le Seigneur des Anneaux. Alors, j'ai raconté l'an passé que le Seigneur des Anneaux avait mis très longtemps à émerger, c'était vraiment un accouchement dans la douleur. Tolkien avait mis plus de 20 ans à écrire le Seigneur des Anneaux, et que ça avait été le résultat d'une très lente convergence entre les deux univers. Bilbo le Hobbit, très peu de lien avec le légendaire essentiellement centré sur les créations langagières, et puis les deux convergent finalement, et c'est ce qui donne, selon moi, tout son intérêt au Seigneur des Anneaux. Donc le Seigneur des Anneaux, fusion du Hobbit et du monde des légendes. Le Seigneur des Anneaux, c'est véritablement le sujet que je veux couvrir aujourd'hui. Tout ce qui a précédé était une sorte de court rappel de ce que j'avais dit l'année passée. Et à propos du Seigneur des Anneaux, je voudrais aborder essentiellement 3 sujets qui sont chacun une tentative de réponse à une même question. Pourquoi le Seigneur des Anneaux a-t-il un succès aussi universel et pérenne ? Pourquoi des millions de lecteurs, dont je suis, et dont j'espère certains d'entre vous sont, ont-ils lu la trilogie avec autant de passion, la lisent et la relisent, en y trouvant toujours un plaisir renouvelé? Et les 3 réponses tourneront autour de 3 aspects du livre. Le premier, c'est que, au-delà du plaisir, évidemment, de l'intrigue, de l'aventure, des descriptions et du plaisir littéraire, Le Seigneur des Anneaux est un livre qui est parcouru par plusieurs thèmes
universelles. Et j'en soulignerai 4 en particulier: le pouvoir, l'héroïsme, le déclin et la foi. La deuxième chose, qui est un petit peu, je le ferai un peu plus brièvement parce que c'est plus difficile à faire de manière orale, mais c'est un livre qui est extrêmement structuré. Il a une structure narrative qui est complexe et qui mérite d'être dévoilée, en tout cas la structure que j'y perçois. Et puis, Tolkien agit en sous-créateur. Tolkien vise à créer un monde, c'est ça le principe de la fantasy, et pour moi, c'est le meilleur auteur de fantasy. C'est celui qui a créé le monde le plus crédible, le plus complet, le plus dense, et je voudrais m'attacher à décrire certains aspects de cette densité du monde fictionnel. Alors, je commence par les thèmes, le passage en revue des thèmes, et le premier thème, c'est le pouvoir. Le Seigneur des Anneaux est en effet un livre sur le pouvoir et qui met en scène toute une série de personnages qui, chacun, endosse les habits du pouvoir d'une manière différente, vit le pouvoir, est un archétype de figure de pouvoir. Alors évidemment, à tout seigneur, tout honneur, on ne peut commencer que par Sauron. Sauron est l'image même de la tyrannie. Alors de manière remarquable, il est à la fois le personnage central du roman, celui qui lui donne son titre, c'est lui évidemment le Seigneur des Anneaux, et pourtant il est totalement absent du récit. Dans le film, vous le voyez au travers de cet œil inquiétant au sommet de la tour de Barad-dûr, mais dans le roman, en fait, il est absent. Il n'y a qu'un très très court dialogue de 2 lignes sur peut-être 1800 pages. C'est au moment, pour ceux qui connaissent bien, où Pipin regarde dans le Palantir et croise le regard de Sauron qui lui dit 2 mots avant que Gandalf n'intervienne. Donc Sauron est l'image même de la tyrannie, un personnage à la fois central et absent parce qu'au fond il est représenté dans le roman par l'anneau qu'il a lui-même forgé, dans lequel il a placé une part importante de sa puissance. Sauron est une figure assez classique de mal absolu, il est totalement consumé par sa volonté de domination et obnubilé par son désir de retrouver l'anneau. Et le mépris dans lequel il va tenir les autres personnages principaux, les 4 hobbits, le mépris qu'il a pour leur nation, leur race et les personnages qui sont là, sera la principale cause de sa chute. Car dans son aveuglement à leur égard, il va enchaîner des erreurs tactiques et stratégiques, comme par exemple de se précipiter à l'assaut de la citadelle de Minas Tirith en vidant le Mordor de ses troupes, ce qui va permettre à Frodon de s'approcher sans trop de difficultés de la montagne du destin, seul endroit où il peut détruire l'anneau. Alors évidemment, dès maintenant, et je m'en excuse pour ceux qui ne sont pas familiers de l'œuvre de Tolkien, je vais évidemment citer beaucoup de noms, de lieux, de personnages. Voilà, j'espère que ceux qui ne connaissent pas, ça leur donnera envie de se plonger dans le livre, que ça ne les dégoûtera pas, au contraire. Alors, deuxième figure de pouvoir, c'est Saruman. C'est une autre figure tout à fait classique d'homme de pouvoir. C'est un magicien, en tout cas c'est la traduction française du mot wizard. Comme les autres magiciens, on en connaît 2 autres, c'est Gandalf et Radagast, il a été envoyé par les puissances angéliques, les Valar, pour aider les peuples libres, les hommes, les nains, les elfes, dans leur combat contre Sauron. Mais Saruman sent qu'on est à un moment charnière, sent qu'on se dirige vers un monde nouveau, et c'est là que sa figure est typique. Il se croit appelé, par son savoir et sa sagesse, à le diriger. Et pour arriver à ses fins, Saruman va nouer une alliance contre nature avec Sauron. Il pense, parce qu'il est aveuglé par son hubris, qu'il va pouvoir à terme le contrôler et le soumettre. Saruman est un personnage qui est plein d'orgueil, plein de morgue, et le désir qu'il a de l'anneau va être l'origine de sa propre chute.
Il commandite l'enlèvement de Merry et Pipin parce qu'il est persuadé que ces deux hobbits sont porteurs de l'anneau. Et quel est le résultat de cet enlèvement? C'est que ça amène Merry et Pipin au bon moment dans la forêt de Fangorn, juste au bon moment pour soulever la colère des Ents, qui sont des créatures mi-arbre, mi-homme, qui se précipitent à l'assaut de l'Isengard et mettent ainsi fin au pouvoir de Saruman sur ce territoire. Cet enlèvement des hobbits a une deuxième conséquence, c'est que Aragorn, Legolas et Gimli, qui normalement avaient vocation à protéger Frodon, le porteur de l'anneau, se précipitent à la poursuite des hobbits, ce qui leur permet de rencontrer Gandalf au bon moment et de l'aider à convaincre le roi Théoden d'apporter ses troupes au secours du Gondor. Et donc Saruman, par son désir exacerbé de l'anneau, en fait, crée les conditions de son propre échec. Alors quand il est défait, ça c'est un élément qu'on ne trouve pas dans le film, mais qui est très clairement exprimé dans le livre, Saruman défait, abandonne sa forteresse, fuit en comté qu'il met en coupe réglée, et il y témoigne de la médiocrité vindicative des potentats déchus. Troisième figure typique de pouvoir, c'est Denethor, intendant du royaume du Gondor, qui donne lui l'image d'un pouvoir usé, qui a renoncé à agir et se résout à la défaite. Il sait que de toute façon l'échec pour lui est certain. De deux choses l'une, soit Sauron l'emporte, et c'est ce qu'il pense, et c'est la fin des royaumes du Gondor tels qu'il les connaît, soit au contraire, il y a une résistance contre Sauron, ce sont les forces libres qui l'emportent, et ce sera le cas, et il sera contraint de reconnaître qu'Aragorn est le véritable roi du Gondor, ce qui mettra fin au règne des intendants qu'il représente. Et donc il est dans une impasse, et face à cette impasse, il s'enferme dans le ressentiment, le chagrin, la solitude et la folie. Le Seigneur des Anneaux met donc partout en évidence le caractère à la fois séduisant et corrupteur du pouvoir, qui est matérialisé ici par l'anneau. Comme je vous l'ai dit, Saruman se dévoie pour l'anneau, Boromir brise la communauté en tentant de se l'approprier, Galadriel doit user de toute sa force, toute sa volonté, toute sa puissance pour y renoncer, et Gollum, après une courte phase de rédemption, succombe à l'appel de l'anneau et trahit Frodon. Alors heureusement, petit message positif, face à ces représentations essentiellement négatives du pouvoir, les personnages d'Aragorn, de Gandalf et de Théoden, eux, démontrent que lorsqu'il est exercé avec abnégation, sagesse, compassion et intégrité, l'autorité produit le meilleur, à la fois chez ceux qui l'exercent et chez ceux qui s'y soumettent. Voilà pour le thème du pouvoir. Alors, deuxième thème, c'est celui de l'héroïsme. Le Seigneur des Anneaux est un roman épique, et donc, à ce titre, il met en scène différents types de figures héroïques que je vais passer rapidement en revue avec vous. Alors, le héros principal, Frodon, bien souriant ici, on ne le voit pas beaucoup sourire dans le film. Très vite, il est... Moi, j'avoue que quand je regarde le film et que de temps en temps, je dis, mais tu pourrais pas sourire un peu parce que bon, voilà. Donc, j'ai choisi une figure souriante pour Frodon. C'est quand même quelqu'un qui fait constamment preuve d'un courage hors du commun. C'est sur ses épaules que repose le poids de l'anneau. C'est lui qui doit constamment résister jour après jour à l'insidieuse volonté de l'anneau de se révéler à son créateur Sauron. Donc, il est vraiment porteur d'une puissance démoniaque contre laquelle il doit constamment lutter. L'héroïsme de Frodon est d'autant plus remarquable qu'il n'a pas choisi la tâche qu'il entreprend. Elle lui échoit, c'est tout, il ne s'y dérobe pas, il est donc l'emblème du devoir assumé, de l'altruisme désintéressé et de la responsabilité individuelle dans la sauvegarde du bien commun. Alors, comme tout roman épique, Le Seigneur des Anneaux représente aussi une quête. Mais c'est une quête tout à fait exceptionnelle, une quête tout à fait particulière. L'aventure de Bilbon était une quête classique, une quête d'appropriation. Bilbon et les nains partaient à l'aventure pour
conquérir ou reconquérir le trésor du dragon Smaug. Celle de Frodon, et c'est ça qui est assez rare en fait, est une quête de renoncement. Il part à l'aventure pour détruire l'anneau. C'est donc une anti-quête. Plutôt que de viser la conquête d'un objet sacré, le héros doit ici détruire un objet infernal. Et Frodon, d'ailleurs, ne tire aucun bénéfice de son dévouement, à l'inverse de Bilbon qui revient en comté chargé de trésors. Frodon, lui, revient blessé, usé, brisé, et il renoncera très vite à la vie reposant dans la comté et s'en ira vers le territoire des dieux. Alors je reviendrai tout à l'heure sur Frodon, évidemment, personnage central, et en particulier sur son caractère christique et sacrificiel. Pardon. Deuxième personnage, on dit évidemment, et je me souviens qu'on en avait discuté, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns parmi vous qui étaient là l'année passée, on avait dit que Frodon est évidemment le personnage central du Seigneur des Anneaux, mais le véritable héros, ce n'est pas Frodon, c'est Sam. Sam, c'est l'image de la fidélité inconditionnelle. Il est aux côtés de Frodon du début à la fin, il l'entoure de ses soins, il le nourrit, il le porte, il le sauve des geôles de Cirith Ungol. Et c'est grâce au fond à son abnégation, à sa patience, sa vigilance, son bon sens, son oubli de lui-même, que la quête de Frodon aboutit finalement. Sam est un des personnages, je trouve personnellement, un des personnages les mieux décrits, les plus finement dessinés, les plus nuancés du livre. Et Tolkien a tracé son portrait en s'inspirant du soldat ordinaire, des ordonnances rencontrées dans l'horreur de la bataille de la Somme en 1916, qui a décimé la jeunesse anglaise et notamment les amis de Tolkien, j'y reviendrai. Alors l'aventure va transformer Sam, mais elle va préserver son humilité, mais lui donner confiance, et il mettra sa sagesse et son autorité au service des hobbits en les soulevant lors du soulèvement de la comté contre les séides de Saruman. Et pour ceux qui ont lu les appendices, vous savez sans doute qu'il assumera le rôle de maire de la comté pendant de très longues années, puisqu'il va vivre très vieux, puisqu'il a très brièvement été le porteur de l'anneau. Ça, ce sont des détails. Alors, troisième figure héroïque, beaucoup plus traditionnelle, c'est Aragorn. C'est un héros tout à fait conforme à la tradition épique, parce que sa quête vise une victoire militaire qui conduira à deux choses: son couronnement comme roi du Gondor et de l'Arnor, et puis surtout à ses épousailles avec la très jolie Arwen que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai surtout choisi ce profil d'Arwen. Bon. Alors, dernier exemple de héros, vous les connaissez bien, sont des héros que j'apprécie beaucoup dans le livre. J'avoue qu'ils me courent un peu sur le haricot dans le film, parce que je les trouve beaucoup plus stupides que ce que le livre n'en dit. Mais ce sont des héros aussi qui évoluent tout au long du roman. Ce sont des comparses amusants et gaffeurs dans le livre 1, essentiellement un poids mort et qu'on traîne, des bagages qu'on traîne derrière soi dans le livre 2. Et puis, j'ai déjà fait référence à leur enlèvement au début du livre 3. Ça leur donne enfin une autonomie en tant que personnage, et ils vivent leurs propres aventures. Alors, ils ne sont toujours pas à l'abri d'une sottise, comme Pipin regardant dans le Palantir, par exemple, et ils gardent leur caractère enjoué. De nouveau, je fais référence à une scène, sans doute que beaucoup d'entre vous connaissent, au moment où Théoden, Gandalf et Aragorn arrivent aux portes d'Orthanc. Ils les reçoivent de façon totalement goguenarde, et c'est toujours eux. Mais ce sont de vrais héros, parce qu'à la fin, leurs actions contribuent de manière essentielle à la victoire finale. Et ils endossent définitivement leur costume de héros au moment de la bataille de l'Ezo, où ils débarrassent la comté des derniers ennemis qui s'y trouvent. Alors, voilà le deuxième thème. Donc, j'ai parlé du pouvoir, j'ai parlé de l'héroïsme. Le troisième thème qui est très présent, c'est celui du déclin. Même si le livre se termine par une victoire, c'est une victoire très amère. Parce que la victoire
contre les forces du Mordor n'est pas une victoire définitive contre le mal, et elle va projeter le monde, la Terre du Milieu, dans un temps désenchanté que la magie va quitter peu à peu. Vous le savez, on le voit dans le film, après la guerre de l'anneau, les elfes vont progressivement déserter la Terre du Milieu, les nains s'évanouissent pour ne plus être qu'un lointain souvenir, et les Ents ne retrouveront jamais leur compagne disparue. Gandalf et Galadriel s'embarquent au Havre Gris pour un voyage sans retour sur les bateaux de Círdan vers les terres des Valar, et ils emportent avec eux les derniers porteurs de l'anneau, Bilbon et Frodon. Et si vous ne le savez pas, Sam également, après avoir vécu une très très longue vie et avoir vu mourir sa femme, ses enfants, décide de rejoindre Frodon et Bilbon dans le territoire des Valar. Aragorn va mourir, c'est un mortel, il mourra vieux, mais il va mourir, et Arwen, orpheline de son peuple, Arwen est un elfe, a renoncé à son immortalité, et elle va se retirer en Lorienne pour y mourir. Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux sont des romans d'apprentissage, au cours duquel le héros passe symboliquement de l'enfance à l'âge adulte. Et grandir, on le voit dans le livre et on le sait, grandir a un coût pour l'enfant qui va découvrir que le monde est plus contrasté et plus dangereux que ce qu'il avait imaginé. Et le monde que Frodon a finalement sauvé n'est pas celui pour la sauvegarde duquel il avait accepté sa mission. Et Galadriel le sait, le lui dit lors de leur première rencontre, et là je cite, « Si vous réussissez, dit-elle, réussissez dans votre mission, notre pouvoir, le pouvoir des elfes, n'en sera pas moins diminué, la Lorienne s'affaiblira et les marées du temps l'emporteront. Il nous faudra partir, condamnés à oublier et être oubliés peu à peu. » Ce sentiment que tout est voué à une perte irrémédiable frappe selon moi le Seigneur des Anneaux au coin d'une nostalgie caractéristique. Et si la première fois qu'on le lit, on y voit avant tout une aventure, une geste héroïque, au fil des relectures, cette dimension épique s'estompe progressivement et fait place, au contraire, à une intense mélancolie. Alors, ce sentiment du déclin, ce sens aigu que tout est voué à une perte certaine, on le doit assurément à l'enfance de Tolkien. Vous voyez ici une jolie photo du bébé Tolkien en Afrique du Sud. Eh bien, il n'aura pas 4 ans quand son père décède et sa mère va décéder alors qu'il n'a pas 12 ans. Et par ailleurs, tous les amis qu'il se crée au lycée, tous ses amis d'adolescence vont tous l'un après l'autre mourir pendant la Première Guerre mondiale. Et cette succession d'épreuves va vraiment laisser une empreinte profonde dans la psyché du jeune Tolkien, pour qui rien dans la vie n'est durable, certain ou établi. Tout, pense-t-il, peut s'effondrer et se perdre sans préavis, aucune victoire n'est définitive. Et donc, il faut vraiment voir Le Seigneur des Anneaux comme un roman mettant en scène le nécessaire déclin du monde, et ce n'est pas évidemment un message des plus optimistes. Et puis le dernier thème qui me paraît important, c'est celui de la foi. Alors d'abord une petite parenthèse ou introduction biographique. Lorsque Arthur Tolkien décède, donc le père de notre auteur, décède, sa jeune veuve se convertit au catholicisme romain. Alors c'est quelque chose qui, à la fin du XIXe siècle, n'est pas du tout exceptionnel, en particulier dans les milieux intellectuels en Angleterre, mais c'est quand même un choix difficile et courageux dans un monde évidemment essentiellement dominé par l'anglicanisme et un antipapisme épidermique. Alors ce choix fait que Mabel est rejetée par sa famille, qui lui retire son soutien financier. Ça plonge la famille, donc la maman et ses 2 enfants, dans une précarité qui va aggraver son état de santé, et elle décède en 1904. Je vous l'ai dit, Tolkien a à peine 12 ans, et ça va
fortement renforcé la fidélité de Tolkien à la foi que sa mère lui a transmise. Et sa mère, qu'il voit comme un authentique martyr de la foi, elle s'est tuée, dit-il, à coups de travail et de soucis pour garantir que nous gardions la foi. Et Tolkien sera toute sa vie un fidèle absolument inflexible du rite romain, et son fils aîné, John, en sera d'ailleurs prêtre. Alors, quand je dis que Le Seigneur des Anneaux est un roman qui est plein empreint d'un sentiment de foi intense, ça surprend en général. Parce que la religion semble totalement absente de la trilogie. On n'y croise ni prêtre, ni temple, et on ne perçoit aucun signe de foi intérieure, aucun des héros ne prie, n'appelle Dieu ou ses saints à l'aide. Alors, où faut-il chercher le message chrétien dans Le Seigneur des Anneaux? Alors, on trouve déjà dans le récit l'expression de plusieurs valeurs chrétiennes, ou en tout cas déclarées comme telles. Alors, peut-être une drôle d'image pour évoquer la miséricorde, mais c'est vrai que Bilbon et Frodon vont tous les deux, contre leur volonté, quelque part, nolens volens, épargner Gollum à un moment ou à un autre. Bilbon, dans la première aventure, se dit la meilleure façon d'échapper aux cavernes, c'est de tuer Gollum. Il ne le fait pas. Et quand Bilbon a Gollum à la pointe de l'épée, il retient son geste et donc fait preuve de miséricorde. Il y a aussi la charité. Merry, quand il croise Saruman à la fin du récit, lui offre son dernier tabac. La justice, le personnage de Bérégon est à la fois banni pour avoir versé le sang dans les lieux consacrés, mais il sera récompensé de sa valeur au combat par une nomination dans la Compagnie Grise. Donc un vrai exemple de justice, sanctionné pour les fautes, récompensé pour les bonnes actions. Une autre vertu, c'est celle de la conciliation. Gimli et Legolas vont arriver à rapprocher les elfes et les nains qui sont dans une relation de doute et de méfiance, de défiance à l'égard l'un des autres depuis plusieurs générations. Encore deux, le sacrifice. Boromir meurt pour sauver Merry et Pippin, et Frodon est prêt à mourir pour le salut de tous. Et puis enfin, dernière vertu chrétienne, l'humilité, qui bien sûr est représentée par Sam. Ça, c'est un des aspects de la lecture chrétienne. Alors la deuxième va beaucoup plus loin et se place sur le plan de l'allégorie en disant c'est au fond un récit alternatif de la Passion. Et Frodon est une figure christique qui sauve le monde par son sacrifice. La montagne du destin est alors l'équivalent du Golgotha, l'anneau représente la croix, et Sam, qui se charge brièvement et qui est brièvement le porteur de l'anneau, est une sorte de nouveau Simon de Cyrène. Alors ça, c'est une lecture qui ne m'enthousiasme pas beaucoup, mais je dirais que la lecture la plus féconde, la lecture chrétienne la plus féconde, voit dans Le Seigneur des Anneaux et dans le légendaire en général une véritable théodicée, c'est-à-dire un discours théologique sur la place du mal dans le monde et sur les rapports du bien et du mal. Et on dit souvent que la vision, que Le Seigneur des Anneaux est un roman manichéen, et je ne trouve pas que ce soit manichéen. Bien sûr, les méchants sont très méchants et les gens gentils sont très gentils, mais c'est pas ça le manichéisme. En fait, si on s'intéresse notamment à l'Enulindale, qui est le récit des origines de la Terre du Milieu, on voit que c'est un récit qui est totalement distinct, mais en même temps totalement compatible avec la cosmogénèse chrétienne. En particulier, le mal ne préexiste pas au monde, et donc n'est pas le Melkor, qui est l'homologue de Sauron dans les premiers âges, n'est pas l'égal de Dieu. Il a été créé bon et il s'éloigne du bien de son propre chef par l'exercice du libre arbitre qui lui a été donné. Le mal, pour Tolkien, n'a pas de réalité ontologique, il n'est qu'absence ou affaiblissement du bien. Et c'est un point de vue typiquement augustinien qui est absolument omniprésent dans Le Seigneur des Anneaux. Les êtres créés bons glissent vers le mal au gré des décisions que leur suggère leur libre arbitre.
Et Frodon, d'ailleurs, n'en est pas exempt. Lui-même, à un moment, au moment fatidique, va céder à l'injonction de l'anneau. Mais heureusement, le désir qu'en a Gollum est le plus fort, sinon le désastre n'est évité que d'un cheveu par ce combat entre Gollum et Frodon. Donc, lecture chrétienne avant tout sur le plan du combat éternel du bien et du mal. Alors, s'il glisse naturellement sur la pente du péché, les êtres sont évidemment, et c'est de nouveau un aspect typiquement chrétien, sont susceptibles de rédemption. Boromir, que vous voyez ici, se sacrifie pour sauver Merry et Pippin, ce qui rachète sa responsabilité dans la dislocation de la communauté. Théoden se porte au secours du Rohan, ce qui rachète sa lâcheté à l'égard de Saruman et de Grima. La compagnie grise qui va contribuer de manière essentielle à la victoire et est de ce fait enfin sauvée d'une éternité de désespoir. Mais évidemment, la faculté de rédemption n'est pas donnée à tout le monde. La liberté offerte à Saruman ne l'amène qu'à répéter ses erreurs, et Grima le suit dans la déchéance. Et puis le cas de Gollum est très nuancé, presque sauvé par l'amitié que lui donne Frodon. La mauvaise part de son moi déchiré va le faire retomber dans le mensonge et la traîtrise. Il n'en est pas moins, comme je le disais, l'agent ultime de la destruction de l'anneau et donc indirectement de la victoire finale. Alors voilà qui conclut la première partie de la conférence sur les grands thèmes, le pouvoir, l'héroïsme, le déclin et la foi. Et je voudrais maintenant évoquer quelques aspects liés à la structure narrative. Un des attraits du Seigneur des Anneaux résulte vraiment de cette structure qui est particulièrement complexe. Bon, c'est un sujet qu'il n'est pas forcément facile d'évoquer de manière orale, et peut-être que ça n'intéressera que ceux qui connaissent très bien l'œuvre, mais je voudrais évoquer 3 aspects. Le premier, en termes de structure, c'est montrer à quel point le livre 1 et le livre 2 sont le même livre écrit autrement. C'est une structure en miroir. Le livre 1 et le livre 2 contiennent les mêmes éléments agencés à peu près dans le même ordre, avec des détails de nature, je dirais, décorative, qui sont différents. La deuxième chose, c'est insister sur ce qu'on appelle l'entrelacement narratif, c'est-à-dire qu'on a un groupe de personnages que j'ai décrits, les héros, qui vont se répartir en équipes fluctuantes, en équipes mouvantes, ce qui va multiplier les points de vue sur ce qui se produit et permettre la création d'histoires parallèles. Et enfin, insister, c'est quelque chose qui, moi, me touche particulièrement, c'est qu'on a un récit qui est muni d'une chronologie extrêmement fine. Et je donnerai un exemple. On peut dire très précisément, chaque jour, presque à chaque heure, ce que chaque personnage fait, et on a cet entrecroisement des destins, mais on sait exactement qui et où et fait quoi à chaque moment, ce qui, en termes de structure narrative, est relativement rare. Alors, je parlais d'abord de 2 livres en miroir. Le livre 2, alors quand je parle de livre, attention, je suppose que ceux qui connaissent savent que Le Seigneur des Anneaux est publié en général, à de rares exceptions près, en 3 volumes. Le premier volume contient le prologue, le livre 1, le livre 2. Le deuxième volume, le livre 3 et le livre 4. Et le troisième volume, le livre 5, le livre 6 et les appendices. Donc ici, quand je parle de livres, je parle bien des 2 premières parties du premier volume. Alors, le livre 2 est pratiquement un copier-coller du livre 1. Le livre 1 raconte le voyage d'un groupe restreint, les 4 hobbits, dans un lieu paisible et rassurant, la comté, jusqu'à un refuge que le pouvoir elfique protège encore pour un temps du mal, c'est Foncombe. Dans le livre 2, une compagnie élargie, donc la communauté de l'anneau, quitte cette demeure d'Elrond
pour aboutir dans un autre havre elfique qui est la Laurienne de Galadriel, qu'elle ne quitte que pour se dissoudre. Les deux livres commencent par une fête. C'est l'anniversaire de Frodon, c'est le banquet d'Elrond. Chaque fois, le chapitre 2 est une sorte de longue conversation ou de conseil au cours de laquelle s'ouvrent de nouvelles perspectives, sont divulguées de nouvelles informations. Ces deux chapitres se concluent par la mise à l'épreuve de l'anneau, par le feu à cul-de-sac, par la hache de Gimli à Foncombe. Les compagnons du porteur de l'anneau sont alors désignés et par deux fois, ça amène Sam, quelque part, à être récompensé du fait qu'il a épillé son maître. Et Merry et Pipin, par deux fois, voient leur amitié indéfectible et leur ingénuité un peu niaise renverser tous les appels à la prudence. À chaque fois, un homme du Gondor se joint à la troupe initiale, c'était Aragorn à Bray et Boromir à Foncombe. Chacun des deux est confronté au même dilemme. Faut-il laisser l'anneau entre les mains de Frodon ou le lui prendre pour s'en servir contre l'ennemi? Avant chaque départ, le départ de cul-de-sac, le départ de Foncombe, Bilbo remet à Frodon une part de ses attributs héroïques. C'est l'anneau, évidemment, à cul-de-sac, c'est son épée et sa cotte de maille à Foncombe. Et par ce double don, Bilbo accepte de se placer à l'arrière-plan du nouveau récit et faire de Frodon son légitime successeur. C'est vraiment à Foncombe que Frodon endosse son costume de héros. Alors, les péripéties même du voyage se répondent. D'un côté, les monts brumeux interdisent le passage du col du Caradras et contraint la troupe à s'engager dans la dangereuse traversée de la Moria. Et dans le livre 1, on avait la vieille forêt qui conduisait les hobbits à affronter l'horreur des êtres des Galgal. Sam sauve Frodon des racines maléfiques du vieil homme saule dans le livre 1 et il le sauve des guetteurs de l'eau à l'entrée de la Moria dans le livre 2. Frodon combat les spectres des Galgal dans l'un, le troll des cavernes dans l'autre. Vous avez des personnages mystérieux qui sont Bombadil et Bédor dans le livre 1, qui sont les homologues en quelque sorte de Galadriel et Celeborn de l'autre. Frodon cède par deux fois au désir d'enfiler l'anneau, une fois au sommet des monts Venteux, une fois au sommet d'Amon-Hen. Chaque fois, il se révèle à l'ennemi et met sa mission en péril. Et finalement, les deux livres se concluent d'une manière tout à fait similaire. À chaque fois, Frodon doit se séparer de ses compagnons pour franchir un cours d'eau. C'est la rivière Bruinen juste avant d'arriver à Foncombe. C'est le fleuve Anduin juste avant d'arriver dans les collines de l'Eminmuil. Et chaque fois, cette traversée ce fleuve s'avère être une sorte de Rubicon qui lui interdit tout retour en arrière. Alors, voilà une lecture. Alors, j'avais l'année passée montré que le livre 1, de la même manière, est une sorte de copie conforme enfin conforme, pas tout à fait, mais une sorte de copie du Hobbit. Tolkien n'aurait pas du tout aimé ce commentaire. Tolkien détestait les approches structuralistes et trouvait que si deux récits se ressemblent dans leur structure, mais diffèrent dans leur décor, dans leur fioriture, c'est surtout ça qui compte. Peu importe que deux sapins de Noël soient les mêmes sapins, ce qui compte, ce sont les boules qu'on y attache. Enfin, il est quand même intéressant de voir à quel point les récits se ressemblent. Alors, deuxième aspect sur la structure du livre, c'est l'entrelacement. L'entrelacement, c'est l'idée d'entrecroiser dans un même récit plusieurs fils narratifs. C'est une technique aussi ancienne que la littérature, puisqu'on le trouve déjà dans l'Odyssée d'Homère. Et Tolkien manie cet art de l'intrication au plus haut niveau. Et il le met en œuvre en assemblant ces personnages, je l'ai dit, en équipes fluctuantes. Frodon et Sam restent toujours ensemble, Aragorn, Legolas et Gimli également, mais pour le reste, la communauté s'organise de façon très variable. Donc vous avez ici la communauté de l'anneau complète. Elle est encore complète aux portes de la Moria. Gandalf tombe au pont de Khazad-dûm.
Frodon et Sam traversent l'Anduin et s'en vont, laissant le reste de la communauté. Boromir tombe sous les flèches des Uruk-hai. Merry et Pippin sont enlevés. Aragorn part à sa poursuite. Aragorn retrouve Gandalf dans la forêt de Fangorn. Tous les amis, Frodon excepté, sont réunis quand ils se retrouvent à la citadelle d'Orthanc. Mais Pippin regarde dans le Palantir et Gandalf est obligé, pour le mettre à l'abri, de l'emmener à Minas Aragorn s'en va lever la compagnie grise et laisse Merry parmi l'armée du roi Théoden. À la fin de la bataille des champs du Pélénor, presque tout le monde est réuni. Et enfin, quand l'anneau est détruit, tout le monde est réuni. Et vous voyez, bon, peu importe les détails, mais vous voyez que les équipes de personnages s'assemblent et se séparent tout au fil des 1800 pages du livre. Et cet assemblage en équipe fluctuante donne l'occasion à l'auteur de multiplier les intrigues parallèles et permet au lecteur de se déplacer le long du vaste front sur lequel se déploie la guerre de l'anneau. Et on voit comme ça tout ce qui se passe dans tous les lieux où il se passe quelque chose d'important. Alors, cet entrelacement est renforcé par la découpe singulière de l'histoire en livres et en chapitres. Les livres 1 et 2 représentent une histoire à peu près linéaire sur le plan de la chronologie. On ne quitte jamais les héros. Par contre, tout au long du livre 3, on est totalement on n'a aucune information sur ce qui arrive au personnage principal, Frodon. De même, tout au long du livre 5, on va perdre ces personnages de vue alors que c'est eux qui comptent, c'est eux qui portent l'anneau, c'est eux qui doivent le détruire. Donc ça nous laisse pendant, j'insiste chaque fois sur des centaines et des centaines de pages, ça nous laisse complètement dans l'expectative sur le sort du porteur de l'anneau. Et cette incertitude dans laquelle nous, lecteurs, sommes placés, reflète au fond l'angoisse des compagnons de Frodon et Sam qui sont dispersés et, sans avoir aucune nouvelle du porteur de l'anneau, doivent tenter d'œuvrer à la réussite de sa mission, notamment en précipitant l'affrontement avec le Mordor. Alors, confronté à une structure narrative aussi complexe, le lecteur peut facilement perdre le fil des événements et ne pas réaliser, par exemple, qu'il se déroule sur un temps très court. La dissolution de la communauté de l'anneau aux chutes du Rhoros a lieu le 26 février. Et le 25 mars, juste un mois plus tard, l'anneau est détruit. Donc toute l'histoire centrale du Seigneur des Anneaux, à partir du moment où Frodon est séparé de ses compagnons, dure en tout et pour tout 30 jours. Et je le disais dans l'introduction, prendre pleinement conscience de cette chronologie fine est un des plaisirs que, personnellement, j'espère ne pas être seul, trouve dans la lecture du Seigneur des Anneaux. Par exemple, je peux vous dire exactement ce que chacun des héros faisait le 12 mars. Je ne peux pas le dire de tête, je l'ai devant moi, mais c'est le jour où Gollum conduit Frodon et Sam dans l'antre de Shelob. Théoden et Merry ont quitté Méduseld et s'en vont au secours, portent les armées du Rohan au secours de Minas Tirith. Ils sont en route et ils campent sous Minrimon. Gandalf et Pippin sont à Minas Tirith et ils assistent à cette scène terrible où Denethor, désespéré, envoie son fils en mission suicide pour tenter de reconquérir Osgiliath. Aragorn, qui a réussi à lever la compagnie grise, attaque l'ennemi et le repousse vers Pelargir. Et les Ents qui sont restés dans la forêt de Fangorn repoussent les armées ennemies au nord du Rohan. Vous voyez qu'on peut vraiment, jour par jour, suivre tout le monde et suivre cette chronologie. Et cette chronologie, vous pouvez la trouver complètement détaillée dans les appendices. Mais vous pouvez aussi la découvrir par vous-même en lisant Le Seigneur des Anneaux, parce que le récit est truffé de ce que j'appelle des marqueurs de synchronisation. Que ce soit la météo, les phases de la Lune,
Sauron qui envoie un nuage noir qui assombrit l'atmosphère, de subtiles allusions à des événements qui se déroulent ailleurs. Mais tout cela, et qui se déroule parfois des centaines de pages avant ou des centaines de pages après, permettent réellement de savoir jour par jour, sinon heure par heure, ce qui se passe. Alors, le dernier aspect que je voudrais évoquer, donc après les grands thèmes, la structure narrative, je voudrais insister sur l'extrême méticulosité avec laquelle Tolkien a façonné son monde imaginaire, agissant en ce qu'il appelait lui-même en sous-créateur. Donc bien sous Dieu qui est le seul créateur, mais il revendique le droit à une sorte de création fantasmée. Alors, je vais vous lire une assez longue citation tirée d'un essai que Tolkien consacre au conte de fées, et où il explique très bien la difficulté de la tâche. Alors je le lis. La fantasy, dit-il, a un inconvénient essentiel, elle est difficile à réaliser. On découvre dans la pratique que la consistance interne de la réalité est d'autant plus difficile à produire que les images et les réarrangements de matériaux primaires sont plus différents des arrangements réels du monde primaire. La fantasy, continue Tolkien, demeure trop souvent embryonnaire, on s'en sert et on s'en est servi futilement ou seulement avec un demi-sérieux, sinon à simple titre décoratif. Elle demeure alors simplement fantaisiste. Ce petit commentaire, soit dit en passant, est dirigé vers l'ami de Tolkien, C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, dont il critiquait le manque de cohérence interne. Voilà, donc ça, vous savez à qui c'est adressé. Alors, ça, j'aime beaucoup cette phrase, mais quiconque hérite du fantastique outil qu'est le langage humain peut dire les mots « soleil vert ». Et nombreux sont ceux qui peuvent l'imaginer ou le représenter. Mais ce n'est pas suffisant. Pour faire un monde secondaire dans lequel un soleil vert serait digne de foi, il faudra sans doute du travail et de la réflexion, et cela exigera assurément un talent particulier, une sorte d'adresse elfique. Ce texte qui est écrit au milieu des années 30, au moment où le Hobbit est terminé, pas encore publié, mais au moment où Tolkien va se mettre à penser, à écrire éventuellement à une suite au Hobbit, est vraiment un texte qui a un caractère programmatique. Alors, un peu plus loin dans le même essai, Tolkien va critiquer la fameuse théorie de Coleridge, selon laquelle un lecteur, pour apprécier une œuvre qui contient des éléments fictifs ou impossibles, doit accepter de suspendre délibérément son incrédulité. C'est la fameuse phrase « that willing suspension of disbelief that constitutes poetic faith ». Et Tolkien, en fait, demande qu'on aille plus loin que ce que demande le poète et critique anglais et exige que la responsabilité soit déplacée du lecteur, à qui Coleridge demande d'abandonner son incrédulité, vers l'auteur qui doit, par son travail, assurer la crédibilité de la sous-création. Et il continue, ce qui se passe vraiment, c'est que le conteur s'avère un sous-créateur efficace. Il produit un monde secondaire que votre esprit peut pénétrer. Dans ce monde, ce qu'il relate est vrai. Cela s'accorde aux lois de ce monde. Vous croyez dès lors ce qui s'y passe tant qu'en un sens, vous êtes à l'intérieur. Au moment où l'incrédulité apparaît, et c'est là la référence à Coleridge, le charme est rompu, la magie, ou plutôt l'art, a échoué. Vous êtes alors de retour, et les mots sont terribles, dans le monde primaire, regardant de l'extérieur ce petit monde secondaire avorté. Si la gentillesse ou les circonstances vous obligent à poursuivre, c'est alors que l'incrédulité doit être suspendue ou bridée, sans quoi écouter ou regarder deviendrait intolérable. Mais cette suspension de l'incrédulité n'est qu'un ersatz de la chose vraie, un subterfuge dont nous usons lorsque nous consentons au jeu ou au faux semblant, ou quand nous essayons, de manière plus ou moins volontaire, de trouver un semblant de vertu à un art qui a pour nous échoué.
Et c'est un texte très, très dur qui met la barre très haut pour Tolkien. Et effectivement, pour asseoir la crédibilité de son monde imaginaire et de son récit, et éviter de faire trop systématiquement appel à la bienveillance du lecteur, Tolkien va faire un usage, ou veut, parfois il n'est pas tout à fait respectueux de ses propres engagements, mais il va quand même faire un usage parcimonieux et réfléchi de l'invraisemblance. Bien sûr, dans le monde de la fantasy, des actions ou des états impossibles dans notre monde peuvent être possibles. Il peut y avoir de l'immortalité, de la magie, de la transmission de pensée, et ce n'est pas difficile pour le lecteur de les accepter d'entrée de jeu. Mais pour que le lecteur en admette les conséquences tout au long du récit, il faut que l'auteur les mobilise avec modération et leur impose des règles de fonctionnement et des contraintes d'utilisation cohérentes. L'adhésion du lecteur ne peut pas être sollicitée à chaque nouvelle modalité, de manière ad hoc, sans que cela n'engendre de l'incrédulité ou de l'indifférence. Il en est ainsi de la magie. Alors je ne me suis pas trompé de film, mais j'avais envie de mettre un peu de Harry Potter quand même. Il en est ainsi de la magie. Son existence contribue, selon moi toujours, à donner une saveur particulière au monde secondaire, à le rendre plus riche, plus dangereux, plus incertain, plus étrange. Mais il est évident que son pouvoir doit être limité et codifié pour pouvoir être accepté par le lecteur. Et il doit en particulier y avoir un prix à payer pour chaque usage de cette force occulte. Le personnage de Gandalf, il est appelé magicien en français, wizard en anglais. Mais en réalité, si vous y réfléchissez bien, il ne fait pratiquement jamais usage de sa magie. Oui, peut-être pour allumer un feu un soir pour que ses compagnons n'aient pas froid. Et son pouvoir est toujours proportionné à celui de son opposant. Lorsque dans le combat, il affronte un simple cavalier, il le défait en usant des armes d'un cavalier, fût-il de première force. Par contre, lorsqu'il affronte le monstre de la Moria, il révèle son immense ancienneté et déploie toute l'étendue de ses pouvoirs pour le vaincre. Et au fond, ce n'est que dans le face-à-face avec Saruman que l'on sent réellement la confrontation empreinte de magie, comme si celle-ci était un langage commun, un trait d'union entre ces deux égaux, Saruman et Gandalf. Gandalf est pour les peuples libres un sage conseiller, pas une arme absolue destinée à vaincre l'ennemi. L'histoire perdrait, pour moi, toute sa saveur s'il en était autrement et qu'il avait le pouvoir de dénouer l'intrigue d'un coup de baguette magique. Alors, petite parenthèse, donc j'aime la fantasy, pas seulement Tolkien, et je n'aime pas que la fantasy, je vous rassure, mais j'aime la fantasy et je vais prendre 3 exemples. Harry Potter, Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux. Pour moi, dans les 3 cas, dans l'œuvre originale, il y a une sorte d'économie de la magie. La magie ne peut pas tout, ne permet pas tout. Si vous comparez ces 3 œuvres originales aux 3 suites qui ont été proposées, chaque fois des suites cinématographiques, que ce soit House of the Dragons pour Game of Thrones, que ce soit Les Créatures Fantastiques pour Harry Potter, ou que ce soit la série récente des Anneaux de Pouvoir pour Le Seigneur des Anneaux, il n'y a aucune limite à la magie. Mais ça n'a aucun intérêt. À partir du moment où vous pouvez, d'un coup de baguette magique, détruire toute la ville de New York, puis d'un autre coup de baguette magique, effacer les conséquences du premier sort, ça n'a plus d'intérêt. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc, ce que j'apprécie, pour revenir au Seigneur des Anneaux, c'est cette économie, cet usage économe de la magie et des forces ténébreuses. Donc, Tolkien en fait un usage que je trouve raisonné et raisonnable, et par ailleurs, puisque le sujet c'est la densité, la crédibilité du monde secondaire, pour lui donner cette crédibilité, Tolkien va le décrire avec une minutie extrême. J'ai évoqué l'année passée, et même tout à l'heure en introduction, cet iceberg temporel que constitue l'histoire des 3 âges de la Terre du Milieu. Je ne veux pas y revenir, mais il est clair que l'ancrage historique profond de chaque personnage, chaque lieu, chaque mythe, chaque peuple est un des éléments constitutifs de la crédibilité de la Terre du Milieu. Voilà par exemple de la main de Tolkien un arbre généalogique qui permet de montrer que
tout au long des nombreuses générations, eh bien, Aragorn et Arwen sont finalement de la même famille, mais très très éloignés. Donc tous les détails sont analysés de façon très, très précise, et c'est ce qui fait le plaisir. On met très difficilement Tolkien en défaut dans sa description de l'univers. Alors, un autre exemple, un monde secondaire réussi doit avoir une géographie. Eh bien, et Tom Shippey, qui est un des meilleurs commentateurs du Seigneur des Anneaux dans le monde anglo-saxon, a dit que le Seigneur des Anneaux était une intrigue cartographique. Je pense que vous connaissez cette carte, en tout cas ceux qui ont lu le Seigneur des Anneaux. C'est une carte que Christopher Tolkien a tracée en 1953 sur base d'ébauches qui avaient été préparées au moment de l'écriture par son père. Et cette carte est depuis reprise dans la plupart des éditions. Eh bien, je vous mets au défi de trouver plus que 2 ou 3 exceptions de termes géographiques qui sont cités dans le livre et qui ne se retrouvent pas dans cette carte, ou d'éléments qui sont repris dans cette carte qui ne sont pas repris dans le roman. Et pourtant, même ça n'a pas l'air très très dense, mais vous pouvez relever des centaines d'indications de cours d'eau, de montagnes, etc., qui est d'une extrême précision. Et ces cartes, évidemment, sont utiles pour suivre les pérégrinations des personnages, mais d'autres ressources permettent d'aller beaucoup plus loin. Personnellement, je ne pourrais pas me passer de l'atlas de Karen Wynne von Stadt. C'est une géographe professionnelle qui a construit des cartes, des relevés de distance, des profils altimétriques, qui proposent des cartes des villes, des plans des principaux bâtiments, qui analysent le temps de voyage d'un lieu à l'autre, etc. Alors bien sûr, elle a dû combler un certain nombre de trous par une imagination raisonnée, mais il est clair qu'on ne pourrait pas produire un atlas de plusieurs centaines de pages si Tolkien lui-même n'avait pas donné des indications géographiques et topographiques d'une exceptionnelle cohérence. Alors, dans un tout autre registre, si vous ne le connaissez pas, je ne peux que vous recommander les Journeys of Frodo, qui propose une série de cartes beaucoup plus simples, mais qui permet, jour par jour, de suivre l'itinérance des différents personnages et qui accompagne très agréablement la lecture de la trilogie. Alors, j'arrive tout doucement à la fin de la conférence, et j'avais terminé l'année passée par la même question. Alors, je ne vais pas plus y répondre que l'année passée. Mais pourquoi est-ce que j'évoque de nouveau Tom Bombadil ? Tom Bombadil est ce personnage un peu fantasque que Frodon et ses amis rencontrent dans la vieille forêt dans le premier livre. Et j'ai expliqué l'année passée que ce héros était introduit de façon très opportuniste par Tolkien, qui à ce moment-là ne sait pas très bien comment faire avancer son récit, se souvient qu'il a écrit un poème sur Tom Bombadil, se dit tiens, je vais le fourrer à ce moment-ci du récit. Alors pourquoi est-ce que je suis fasciné par Tom Bombadil comme beaucoup de lecteurs passionné ou obsédé, c'est à vous de choisir le mot, mais c'est parce qu'il a des traits de caractère contradictoires. On dit, Elrond va dire que c'est l'être vivant le plus ancien de la Terre du Milieu. Il dira lui-même qu'il était là avant le premier seigneur ténébreux, donc avant Melkor. Donc on peut se poser plein de questions sur son statut, ses pouvoirs, pourquoi il n'intervient pas, et peu importe la réponse. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que Tolkien a créé un monde suffisamment dense et suffisamment riche que pour qu'on puisse gloser à l'infini sur un personnage fictionnel et se disputer et s'écharper pour savoir réellement quel est son pouvoir, quelle est son ancienneté et quel est son rôle dans l'histoire. Voilà, peut-être j'ai tendance à parler toujours un petit peu vite, mais mon but dans ces deux conférences et dans le petit livre qui est publié aujourd'hui, c'est d'amener chacun de vous un pas plus loin dans la découverte du monde imaginé par Tolkien. Si vous ne le connaissez pas et que vous avez accepté d'assister à ces conférences, j'espère que vous, comme certains amis que je reconnais, vous verrez les films.
Si vous avez vu les films, ben, regardez-les de nouveau, regardez les versions longues, lisez le roman. Si vous l'avez lu, relisez-le, lisez les appendices, lisez Bilbo le Hobbit, lisez les contes et légendes inachevées, lisez le Silmarillion, lisez les lettres de Tolkien, lisez parcourez l'Atlas de Karen Wynne von Stadt. C'est un monde sans limite qui peut donner du plaisir, enfin en tout cas dans mon cas, qui me donne du plaisir depuis cinq décennies. Et je voudrais terminer par un mot de reconnaissance justement à l'égard de Tolkien, qui en créant cet univers a donné énormément de plaisir et aussi de sujets de réflexion à des dizaines de millions de lecteurs par le monde. Et je pense que je n'ai pas encore fini de lire et relire Tolkien. Donc je vous remercie de votre attention.